48 heures après l'offensive des Américains et des Israéliens contre l'Iran, le président de la République annonçait que le Charles de Gaulle allait rejoindre la Méditerranée orientale. Il y a quelques jours, ce dernier a été aperçu passant le détroit de Gibraltar et de nombreux commentaires ont été émis sur le sillage qui suit le bateau. Le bateau avance vite, très vite. Dans cette vidéo, ce que l'on va faire, c'est vous expliquer un petit peu ce qui se passe à bord du bateau alors qu'il est lancé à près de 50 km/h vers sa destination, comment les hommes et les femmes qui ont décidé de servir notre pays, la France, de vous servir, de servir également nos intérêts, sont en train de changer de casquette pour passer d'un mode déploiement dans le nord de l'Europe, temps de paix, on va pas se mentir, plutôt face à la menace sur le Groenland, une menace plutôt occidentale, à maintenant nous allons au large d'une zone de guerre où d'ailleurs au Liban, des soldats de la FINUL ghanéens ont été gravement blessés ces derniers jours et où également des soldats français ont vu des bombes exploser pas très loin de leur position. Alors dans cette vidéo, je vais m'appuyer sur ma connaissance du porte-avions, mais également exclusivement sur des sources ouvertes pour vous expliquer un petit peu ce qui se passe actuellement, comment l'équipage se prépare à rentrer dans cette zone. Nous allons également faire un petit détour du côté des porte-hélicoptères amphibies. Vous rappelez l'opération Baliste, c'était en 2006, 13 000 ressortissants évacués du Liban. Mais surtout se poser la question, quel type de mission mes anciens camarades pourraient-ils avoir dans la zone ? Comment pouvons-nous utiliser des Rafales dans cette zone du monde? Avant de terminer par les 2-3 petits axes de réflexion que cette opération soulève déjà. Mais juste avant, la vidéo ne serait pas possible sans notre partenaire du jour. Alors juste avant qu'on attaque dans le dur, et comme souvent lorsqu'il y a un déclenchement d'opération militaire, moi personnellement, je sais qu'il y a une question qui me taraude toujours un petit peu, que ce soit du côté des populations civiles, des côtés des combattants, dans un camp comme dans l'autre, c'est toujours me questionner sur le parcours de vie et qu'est-ce qui fait que les hommes et les femmes qui ont décidé de mettre l'uniforme ou d'essayer de se faire évacuer de la zone de combat se retrouvent là, ce jour-là. Quel parcours familial en fait? Qu'en est-il de leurs parents? D'où est-ce qu'ils viennent? Qu'est-ce qui les a poussés à prendre ces décisions ce jour-là? Alors, généralement, on saura jamais, il faut être franc. La vie avance et on passe à autre chose. Mais maintenant que j'ai un peu plus de temps, j'aime bien me poser cette question, me questionner. Notre partenaire du jour, il est là pour vous aider à trouver vos réponses, c'est MyHeritage. Désormais, vous pouvez avoir plus de 37 milliards de documents accessibles directement sur votre téléphone ou sur votre ordinateur. Des actes, des photos, des documents d'immigration, l'histoire en fait de votre famille à portée de main. Moi personnellement, c'est pas mon grand-père qui m'a poussé à aller dans la marine. C'est simple, je l'ai jamais connu. Et c'est avec MyHeritage que j'ai pu découvrir la photo quand il est parti immigrer au Brésil alors qu'il était photographe professionnel et qu'avec l'intelligence artificielle, on a pu donner vie à cette photo et le voir bouger, bien plus jeune que moi actuellement. C'était en 1946, juste après la guerre, et ça fait quand même assez bizarre de voir ces images, c'est assez génial, je vous recommande. Du côté de ma belle famille, forcément, on a fait des recherches également, et j'ai découvert qu'un ancêtre, Jean Beauville, lui, il avait décidé de quitter le sud-ouest pour traverser cap à l'ouest et partir aux États-Unis. Alors, on était quand même à la fin du 19e siècle, et en tant qu'ancien officier de marine, j'ai une petite idée du sacrifice que c'est, et surtout de la volonté et de la difficulté à traverser cet océan à cette époque. Alors ça, en fait, c'est pas moi qui l'ai trouvé, c'est Smart Match qui me l'a envoyé. Et c'est ça qui est génial. Ça fait plusieurs années que j'utilise MyHeritage, et encore maintenant, ils m'envoient des notifications, ils m'envoient des emails. Je n'ai pas à y consacrer du temps. C'est eux qui détectent des nouveaux documents et qui me les envoient. Ce qui est top, c'est que là, vous avez 2 semaines d'essai gratuits, vous pouvez tester par vous-même et rejoindre 90 millions d'utilisateurs. C'est complètement passif, c'est juste vous qui allez rechercher de la data ou qui demandez à MyHeritage de chercher de la data pour vous. Et vous verrez, au final, en donnant vie à votre passé, ça aide quand même à donner du sens à son présent. Je pense que c'est important en ce moment. Génial. C'est le début de semaine, point très important. Vous apprêtez à regarder une vidéo, vous collectez du renseignement, des points de vue sur Internet. Ne perdez pas de vue l'importance de la qualité de la donnée. Quand vous êtes aux commandes d'un Rafale, vous pouvez par moment avoir à tirer un missile RR. Et la question de que vaut la data qui s'affiche dans mon cockpit est primordiale. Je m'explique. Si je reçois une information de position d'un adversaire grâce à un avion radar qui est extrêmement loin et qui est d'ancienne génération, cette
position a probablement plusieurs secondes de retard. Et si j'envoie mon missile en limite de portée, en limite de domaine, il y a très peu de chances que ça fonctionne. Donc du coup, nous sommes formés à réfléchir à la qualité de la donnée avant de prendre nos décisions, avant de tirer nos missiles. Et si vous avez possibilité à avoir un radar actif, à l'allumer ou à avoir celui de votre équipier qui vous donne une information de meilleure qualité, forcément, il faut en prendre conscience dans vos matrices décisionnelles. Mais le temps de décision, on en a déjà parlé sur cette chaîne, est également primordial. Est-ce que vous avez vraiment besoin de tirer un missile? En français dans le texte, avez-vous besoin de juger juste après qu'un événement devienne public? Et là, c'est très intéressant. On voit de nombreux communiqués officiels, que ce soit du côté iranien, du côté américain ou même du côté français, qui, initialement avec des comptes officiels, démentaient le fait que certains journalistes de défense bien informés avaient annoncé que le porte-avions Charles de Gaulle allait être déployé sur zone. Alors oui, en temps de guerre, en temps de crise, la communication, même étatique, supporte un objectif, c'est la base, il faut le savoir, il faut en avoir conscience dans votre manière de vous informer. Alors économisez vos missiles, gardez votre radar bien allumé, y compris sur cette vidéo, parce que j'ai mes biais, j'ai été au service de la France, j'espère l'être encore en vous permettant de mieux comprendre la chose militaire, c'est important dans une démocratie, et on attaque. Alors vous posez peut-être la question, pourquoi est-ce qu'un gouvernement et un président qui a critiqué la frappe américano-israélienne en disant qu'elle est en dehors du droit international décide d'envoyer le Charles de Gaulle? Alors le Charles de Gaulle ne vient pas, en tout cas initialement, pour participer aux opérations de combat contre l'Iran. Ce n'est pas son objectif. Son objectif, vous allez vite le comprendre, est de donner des options aux décideurs, d'observer, mais également de peser, que ce soit d'un point de vue politique ou d'un point de vue militaire, par la dissuasion. Votre simple présence, quand vous avez un groupe aéronaval, va jouer sur la liberté d'action ou la liberté d'action que se donnent vos adversaires ou vos concurrents. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'avant même l'arrivée du Charles de Gaulle, le Ford a quitté la zone pour partir en mer Rouge. Donc vous avez le Charles de Gaulle qui est annoncé pour la Méditerranée orientale, comprendre entre Chypre et Israël. La position exacte varie et surtout dépend de la menace et de la mission. J'ai bien connu ce type de déploiement parce que juste après le Bataclan, c'était en novembre 2015, on nous a donné pour ordre de rallier le plus vite possible le large d'Israël pour pouvoir faire des missions en Irak contre l'État islamique. À ce moment-là, Israël nous avait ouvert son espace aérien, nous décollions du large, transit armé au travers d'Israël, entrée en Jordanie, opération en Irak, vol retour. Après quelques semaines, nous avions fait la bascule en mer Rouge, puis nous étions allés dans le Golfe Persique. Ne vous attendez pas à voir le Charles de Gaulle ou n'importe quel porte-avions arriver dans le Golfe Persique, c'est bien trop proche de l'Iran. En termes de maîtrise des risques, vous avez beaucoup à perdre, pas grand-chose à gagner. Car au-delà des missiles de croisière, au-delà des missiles balistiques, dans le Golfe Persique, il y a une multitude de petits navires. Et savoir si un boutre est celui d'un pêcheur ou est un boutre suicide qui décide de venir percuter votre porte-avions, eh bien en fait, le mieux, c'est de s'éloigner à ces menaces que l'on ne voit pas et qu'on ne voit pas forcément, qu'on ne réfléchit pas forcément et qu'on n'a pas à affronter au large. Pour ce qui est de la bascule du Ford, 2 points à prendre en considération. Le premier, c'est une annonce de la part des Américains que le Bush, actuellement façade atlantique, vient de terminer sa montée en compétence. On peut donc s'attendre à ce qu'il traverse l'Atlantique dans les prochains jours. À partir de là, vous auriez 3 groupes aéronavals, ce qui est parfait pour un surge, une augmentation de la pression, mais également pour un surge suivi d'une relève. Donc le Ford, qui est en mer depuis de longs mois, pourrait enfin rentrer à la maison, ce qui d'un point de vue RH serait sûrement une bonne chose pour les équipages. Par contre, le fait de mettre le Ford en mer Rouge permet d'envoyer un signal stratégique aux Houthis. Si les Houthis décident de commencer à quitter l'accord qui a été signé et agresser les navires qui passent, vous avez le groupe aéronaval le plus puissant au monde qui est à quelques dizaines de minutes de vol. Maintenant, point important, le Ford est bien basé en Virginie. On pourrait se dire peut-être qu'il part en mer Rouge pour pouvoir rentrer vers San Diego. Non, en fait, il est bien basé en Virginie, donc il faudra qu'il repasse Suez une deuxième fois pour rentrer à la maison. Vous avez donc une vraie volonté stratégique dans cette entrée en mer Rouge. Alors maintenant, à bord. Vous avez eu à bord du Charles de Gaulle la mission Lafayette 26. On a une dotation exercice, on a des casquettes exercice, on pense exercice. Et là, le Charles de Gaulle a eu une semaine pour passer de la casquette temps de paix exercice à la casquette temps de crise. Tout peut arriver.
Vous allez donc vous entraîner à faire du rappel au poste de combat, à maintenir le personnel du porte-avions au poste de combat, à faire des exercices de lutte anti-surface, anti-menaces aériennes, anti-menaces balistiques. Vous allez surtout, et ça on ne le voit pas, c'est extrêmement important, utiliser le tout dernier pétrolier ravitailleur de la flotte, le Jacques Chevalier, qui tient son nom en fait de l'ingénieur français qui nous a permis d'avoir la propulsion nucléaire dans la marine. Et vous allez refaire le stock de munitions à bord. Alors vous avez besoin de munitions air-sol, on ne sait jamais, mais surtout de munitions RR. Et rappelez-vous, sur cette chaîne, on en parle souvent, c'est pas la fête en termes de dotation de missiles RR dans l'armée française. Si vous prenez tous les Rafales français, que vous voulez les mettre avec 6 Mika, en fait, on peut pas faire la photo parce qu'on n'a pas assez de missiles RR. Et comme nos décideurs n'ont pas jugé bon d'équiper nos Rafales avec des armes à bas coût, par exemple avec des roquettes qui permettraient d'intercepter des drones à bas coût, s'il y a interception de drones à faire, cela sera avec du Mika, des missiles extrêmement bien pensés, très bons, mais dont nous ne disposons pas dans une quantité énorme. Et donc à partir de là, je suis sûr qu'il y a une gestion de stock et vous allez essayer de trouver les missiles qui ont la durée de vie la plus courte, de manière à gérer de manière efficace votre logistique et ne pas tirer des missiles tout neufs face à des drones si besoin, mais tirer des missiles qui sont proches de la limite de durée de vie. Tout ça, on ne voit pas, mais ça s'anticipe et c'est le travail des hommes et des femmes de l'aéronaval et des fonctions support à l'heure actuelle. Pour ce qui est du groupe aéronaval, à l'heure actuelle, dans sa protection, il y a des frégates d'autres pays également. Il est souvent en train de naviguer de manière interalliée, mais vous allez avoir une frégate de défense aérienne, une excellente frégate qui va pouvoir le protéger, des frégates également de type FREMM, et puis après derrière, des partenariats internationaux. Néanmoins, et les Américains nous l'ont montré avec leur retour d'expérience en mer Rouge, vous ne pouvez pas être au poste de combat 24 heures par jour. Vous ne pouvez pas tenir dans la durée avec un porte-avions et avoir en permanence des opérations aériennes. Une bonne amplitude, pour faire simple, c'est 10 à 16 heures par jour. Après, il faut que le personnel se repose et il faut refaire de la disponibilité au niveau des avions. À partir de là, ce que les Américains ont fait face aux outils, c'est vous avez des opérations sur le bateau plutôt de jour et un petit peu de nuit, et au pire moment de la nuit, c'est l'US Air Force qui venait protéger le groupe aéronaval avec des patrouilles. Et ce que l'on voit quand on regarde la carte au large du Liban, eh bien, c'est qu'il y a la base d'Akrotiri, vous avez des points d'appui, notamment avec les Britanniques, qui peuvent permettre d'avoir une couverture aérienne H24 pour le groupe aéronaval sans épuiser nos marins. Car la grande difficulté, c'est réussir à tenir dans le temps long. Et pour cela, il faut mettre un rythme de bataille, un battle rhythm, qui soit logique et qui soit périn. Parce que venir être à fond pendant 10 jours, tout le monde sait faire. Tenir plusieurs mois, c'est un autre sport. Et vous ne voulez pas commencer à avoir des pertes, de l'attrition à cause de la fatigue, à cause de soucis dans vos opérations classiques. Et donc, il faut trouver le juste équilibre et se faire aider par une base à terre à côté, et ce que les Américains ont démontré comme étant la solution la plus efficace. Maintenant, attention, retour d'expérience en mer Rouge, surtout avec un groupe aérien avec de nombreuses nations, MEF au tir fratricide. Le tir blue on blue, nous l'avons vu, a toujours existé au combat, même au-delà, représente environ 20% des pertes dans une armée occidentale qui est déployée. Ça serait quand même tragique de perdre un Rafale abattu par une frégate, par exemple, alliée lors d'un retour après une mission anti-drone. Mais là, on fait la part belle à l'aéronaval, au groupe aéronaval. La marine, ce n'est pas que ça. Vous avez également les porte-hélicoptères amphibies, par exemple le Tonnerre, qui est appareillé il y a quelques jours, qui a été annoncé pour partir au large du Liban. Donc là, vous n'avez pas de Rafale, vous avez des hélicoptères, vous pouvez avoir des commandos, et vous pouvez surtout avoir la capacité à aller appuyer la finule qui est sur place. Et on a vu dans la presse qu'il y a eu pas mal de tensions ces derniers temps. Et je vous rappelle que les Ghanéens ont été touchés, leur mess officier a même été apparemment très touché. Donc là, il suffit de repenser à l'opération Baliste en juillet 2006, où vous avez, lors du conflit Israël-Hezbollah, eu 13 000 ressortissants qui ont été pris en charge par la marine, qui ont été évacués avec le Mistral qui faisait sa première opération, avec également le Sirocco, le Foudre et des frégates autour. Vous aviez du Panther, de l'hélicoptère, vous aviez du Cougar, de l'aviation légère de l'armée de terre, vous aviez à ce moment-là également du Puma et de la Gazelle. Nous aurions la capacité à le faire, même si d'un point de vue hélicoptère, c'est un petit peu plus compliqué qu'à l'époque. C'est ça la réduction du format de l'armée dont on vous parle depuis des années. Maintenant, face à une éventuelle menace iranienne, est-ce que le groupe aéronaval peut se protéger de missiles balistiques? Oui, et nous l'avons vu en mer Rouge, c'est un excellent bassin d'entraînement, si je puis dire. L'Aster,
on peut en être fier, fonctionne extrêmement bien. Bonjour aux équipes de montage d'ailleurs. Et nous avons maintenant, avec le nouveau pétrolier ravitailleur de la flotte, la possibilité de refaire le plein, par exemple, des missiles Aster du Charles de Gaulle à la mer, ce qui est nouveau, ce qui n'existait pas à mon époque, malheureusement. Et donc, on a une meilleure capacité à durer et on ne peut que s'en réjouir. Maintenant, pour ce qui est des missions. La première mission, c'est celle de guet aérien. À bord, vous avez des E-2C. Alors attention, ça ne vaut pas ce qu'ont les Américains. Les Américains ont actuellement du E-2D. La France en a commandé, ça n'arrivera pas avant 2028, ça ne sera pas opérationnel avant 2030. On n'est pas du tout sur la même technologie. Là, c'est du vieil ordinateur, si vous voulez. Là où le E-2D, c'est quelque chose de très moderne. Vous n'avez pas du tout la même sensibilité et la même qualité de données que vous partagez, malheureusement. Mais ça fonctionne quand même. Ça fonctionne quand même, et à la 4e flottille, 4F, indicatif d'AMO, 4e lettre de l'alphabet, ils savent les mettre en œuvre et ils sont très bons. Et surtout, ils vont être augmentés par les radars, par exemple des FDA et des navires qui sont présents, qui vont être dispatchés de manière à donner la meilleure conscience de la situation possible à l'amiral qui commande le groupe aérien et aux décideurs. Et pour rappel, sur le Charles de Gaulle, vous avez un état-major embarqué. Par contre, notre E2C ne fait pas de ravitaillement en vol, donc nous n'avons pas cette capacité à tenir pendant des heures comme nous l'aurons dans le futur avec le E2D. La mission la plus classique pour les pilotes, ça va être de la QRA ou de la CAP, la protection de l'espace aérien. Quelqu'un prêt sur la catapulte à être catapulté et quelqu'un qui est en vol, qui patrouille avec son radar et qui est à la recherche de drones éventuels ou de navires de surface ennemis. Comme on l'a vu, maintenir ça pendant 24 heures demande probablement une coordination avec Acro-Thierry, mais on peut même penser au fait qu'on puisse envoyer soit des rafales de l'armée de l'air là-bas, soit des rafales de la marine en détachement là-bas. Grosse spécificité de la marine, nous pouvons tenir plus longtemps en vol avec nos rafales grâce au pod Nounou, ce fameux pod nacelle sous un avion qui transforme le rafale en avion ravitailleur tout en étant armé et équipé d'un radar. Donc vous pouvez être nounou et quand même faire de l'interception de drones, quand même surveiller l'espace aérien. Et cette fonction nounou nous permettrait également de projeter de la force, pourquoi pas jusqu'à l'Iran si le décideur le décide, de manière beaucoup plus facilitée, beaucoup plus autonome, même si dans un monde idéal, avoir des ravitailleurs, par exemple de l'armée de l'air qui participent ou d'autres nations qui aident, ne serait pas une mauvaise chose. Mais la nounou permet de projeter plus loin et également d'aller à la rencontre d'un avion qui revient d'une mission très lointaine pour lui refaire le plein de pétrole qu'il ait au moins 2 tentatives pour affronter. Par contre, attention, entre la théorie et la pratique, sur un avion comme le Rafale qui n'est pas équipé de soute, il y a un grand monde. Théorie et pratique de quoi? De portée. On vous parle souvent de distance de projection possible. Prenez le Rafale comme là, en lice, c'est génial, ça consomme très peu à haute altitude. Maintenant, rajoutez des missiles, mais surtout 2 fois 3 bombes, le maximum théorique, par exemple 6 A2SM, là vous allez devoir ravitailler toutes les 70 minutes. Et donc ce n'est pas du tout la même consommation, car vous n'avez pas la même traînée, la même surface équivalente radar, mais surtout la même traînée. À partir de là, si vous voulez aller extrêmement loin, c'est toujours pareil, c'est une équation entre ce que vous emportez et la distance que vous devez atteindre. Je vous disais tout à l'heure que le mieux, c'est de déléguer à l'armée de l'air ou à d'autres personnes la protection du porte-avions au pire moment de la nuit. La raison principale, c'est que dans le groupe aéronaval, même si ça a beaucoup changé ces dernières années, vous avez ceux qui volent de jour et ceux qui volent de nuit. À l'heure actuelle, on va vers un groupe aérien embarqué qui est beaucoup plus hibou, donc avec des personnes qui sont qualifiées de nuit. Mais pour pouvoir partir faire la guerre de nuit, il faut être confirmé de nuit et donc avoir au moins une vingtaine ou une trentaine d'appontages de nuit. À bord du Charles de Gaulle, et c'est là toute la dichotomie qu'on vous expliquera pas forcément à la télé, vous allez à la fois avoir des pilotes opérationnels et des pilotes à l'entraînement. Et le porte-avions doit continuer à faire ce qu'on appelle de l'organique. D'un côté, répondre aux demandes de l'état-major pour faire la protection, pour faire éventuellement des vols photos ou de surveillance du côté du Liban pour la FINUL, et de l'autre côté, continuer à générer des qualifications de la ressource humaine, parce que vous allez devoir continuer à former des chefs de patrouille, des sous-chefs de patrouille, des équipiers, pour rendre le groupe aéronaval périn et ne pas se retrouver comme nous l'avions été dans les années 2011 avec la Libye, avec des soucis RH, avec tout le monde qui est déployé, et on ne peut plus renouveler les qualifications, et après on se retrouve à une petite crise de compétences, parce qu'on a dû arrêter l'entraînement pendant X mois. Donc vous allez avoir cette dichotomie. Pour cela, il faut pouvoir voler 2 jours pour entraîner le personnel. Et donc, c'est mieux de déléguer la phase difficile de la nuit. Comme ça, vous avez une activité mixte, opérationnelle
et entraînement avec un bateau déployé. Maintenant, s'il y a un point ultra positif et un petit insight que je peux vous donner, c'est que le commandant du groupe aérien embarqué à l'heure actuelle, je connais très bien, j'ai eu l'honneur d'intercepter des drones iraniens avec lui. C'est déjà à mon époque, c'était le plus grand expert de tout ce qui est troisième dimension du combat aérien dont nous disposions dans la marine. C'est vraiment la personne. Si vous me donnez toutes les personnes que j'ai connues dans la marine et vous me dites à qui faut-il confier le GAE pour aller faire cette mission, c'est ce nom-là que je donne. Alors il faut quand même reconnaître que dans la marine, il y a des choses qui sont excellentes, des choses qui sont moins bonnes comme partout, mais que là, d'un point de vue RH, on se retrouve avec notre plus grand spécialiste, la personne que je suivrai les yeux fermés au combat pour ce type de mission, à la bonne position. Bravo la marine. Ce qui nous amène directement vers est-ce que les porte-avions sont inutiles ? Beaucoup de personnes en ont parlé avant le début de la guerre. On nous disait que des missiles hypersoniques allaient pouvoir couler les porte-avions américains. Nous avions anticipé que les porte-avions ne viendraient pas juste à côté de l'Iran, dans la zone habituelle. Et effectivement, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un porte-avions, c'est mobile. C'est une arme tactique que vous déplacez. Alors, vous pouvez toujours vous faire attaquer par un bateau suicide, vous faire surprendre. Mais les Américains ont reculé initialement leur porte-avions pour avoir le temps de détecter. Il faut également savoir qu'un missile, plus il va loin, plus il perd en précision, c'est normal pour la plupart des missiles. Et donc, à partir de là, maintenant, on peut s'attendre, on commence à voir des images satellites avec le porte-avions qui était au large d'Oman qui se rapproche un petit peu parce qu'ils estiment que la menace est plus faible. Par contre, je pense pour les Américains qui ont également fait traîner certains projets, le MQ-25 Stingray, le ravitailleur drone, je pense que c'est dommage pour eux qu'il ait pris du retard sur le calendrier parce que leurs actions de combat aurait été beaucoup plus facile, aurait été simplifié d'un point de vue RH, d'un point de vue disponibilité avion et ce que vous pouvez envoyer au combat si ce type de drone était déjà disponible. Ça montre bien quand même qu'ils vont dans la bonne direction, mais là, il arrivera une guerre trop tard probablement. Toujours par rapport au porte-avions, les États-Unis en ont deux, en envoient apparemment un troisième. Les Britanniques ont proposé d'aider avec leur porte-aéronefs, se sont gentiment fait tacler par le président Trump. Les Italiens ont le Cavour, mais ont un groupe aérien qu'on peut plutôt définir d'incomplet à l'heure actuelle. Les Allemands n'ont pas du tout cette capacité. Donc, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'à l'heure actuelle en Europe, projeter 40 000 tonnes de diplomatie comme ça, eh bien, il n'y a que nous qui pouvons le faire. Et qu'en termes de timing, ça passe assez bien avec les déclarations du président de la République sur la côté dissuasion nucléaire. La France dispose d'une armée qui est quand même exceptionnelle pour l'Europe et qui est, au vu de notre budget, exceptionnelle en termes de capacité. Notre problème, on en a déjà parlé, c'est justement ce que tout cela révèle, c'est notre format. Alors comme je vous disais que ça avait été très bien géré d'un point de vue RH, il faut le dire, on a de la chance. On a de la chance dans la marine parce que quand on voit les attentats du Bataclan, le groupe aéronaval était prêt, disponible, on a pu partir au claquement de doigts. Là, exactement la même chose. Le groupe est prêt à 10 jours, le temps justement que tout rentre un petit peu dans l'ordre, et pareil, prêt à intervenir au bon moment. Or, nous avons un seul porte-avions, là où avant nous en avions deux, et le fait que le porte-avions ne soit pas en maintenance, on va pas se mentir, c'est un hasard du calendrier. Et c'est quelque chose à garder en tête, il ne faut pas se dire « Ah le porte-avions est toujours prêt ». Non, il a ses cycles de montée en compétences, ses cycles de maintenance, il passe plus de temps à ne pas être disponible, malheureusement, quand on regarde sur une durée de vie, qu'à être disponible, c'est normal. Donc se dire un seul porte-avions, ça suffit, ne serait pas être réaliste, il faut être franc, avoir deux porte-avions, c'est mieux qu'un. Nous avions à l'époque, nous avons perdu cette capacité, mais heureusement, le timing fait que là, ça ne se voit pas. Par contre, l'autre point là qui est gênant, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, c'est celui des missiles. Nous avons eu il y a plusieurs années l'opportunité de relancer avec la guerre en Ukraine nos fabriques de missiles. On aurait pu faire de grandes commandes étatiques, ce qui aurait amené les industriels à augmenter leur chaîne, mais le choix n'a pas été fait et on se retrouve avec une capacité à produire de manière quasi artisanale. Nos cycles de construction d'armement sont extrêmement longs et quand on compare par exemple aux Chinois dans leur industrialisation de leurs missiles PL-15, où tout est automatique, ils ont une capacité à produire du missile sans commune mesure avec la nôtre en Occident. Et ça, je ne sais pas pourquoi il n'y a pas de prise de conscience encore, c'est absolument vital. Vous pouvez avoir un groupe aéronaval, si au bout de quelques jours on n'a plus de missiles, on ne va pas être très utile. Alors ceci n'est absolument pas une critique de l'armée, les militaires se battent, hurlent toute la journée pour avoir plus de munitions, mais les munitions ça ne se voit pas beaucoup, surtout si elles ne sont pas tirées, ça a une date de péremption, c'est pas sexy sur le papier, et c'est toujours le parent pauvre. Regardez tous les budgets de ces 20 dernières années, c'est souvent là qu'on tranche, ça se voit pas. Donc là, en définitive, ce que l'on voit, c'est qu'on a une condamnation diplomatique
et en même temps, nous avons une projection militaire. Projection militaire qui va permettre de protéger du côté du Liban, d'ouvrir des possibilités offensives si le décideur le souhaite. Je ne dis pas qu'il va le faire, je dis juste que ça ouvre des possibilités. Permet également de montrer que l'on est présent, qu'on a la capacité à être présent et donc qu'on a une bonne raison d'être du côté de la table des discussions. Ça va également rassurer la finule qui est un petit peu mise à mal ces derniers jours. Et surtout, cela montre que la France a la capacité à décider où elle se projette seul. Dernier point tout de même, je voulais en parler sur BFM TV l'autre soir, mais j'ai pas eu l'occasion. À l'heure actuelle, on parle beaucoup de combats. Vous voyez des vidéos, ça tire, des bateaux sont coulés à coups de torpille. Ce qui est important de comprendre, c'est que d'un côté comme de l'autre, ce sont des hommes et des femmes qui ont décidé de servir leur pays. Et donc si toutes ces discussions sont extrêmement techniques, elles ne doivent pas vous faire perdre de vue que ce groupe aéronaval, cette puissance française, c'est excellent, mais ça repose uniquement sur la volonté d'hommes et de femmes à servir leur nation, à être prêts à mourir pour défendre notre pays, nos citoyens et les intérêts. C'est un tout petit pourcentage de la population qui fait ce choix et tout le reste de la population leur doit quand même, il faut être franc, énormément et on s'en rend compte lors de ces périodes de crise. Je pense personnellement que c'est la base de leur donner les moyens de pouvoir bien faire leur travail, mais à un échelon beaucoup plus terre à terre. Prochaine fois que vous êtes dans un gare, un aéroport ou en ville et que vous croisez des militaires, n'hésitez pas à leur dire merci parce que leur force morale, ça vient déjà et ça commence par leur sentiment d'être compris et que leur engagement, il sert vraiment. Alors j'espère que cette vidéo vous a permis d'y voir un petit peu plus clair. Le président de la République souhaite et déclare à l'heure actuelle que ce sera des opérations défensives, de protection. Nous sommes là pour protéger et aller dans nos accords de défense avec les autres pays européens, d'où cette présence au large de Chypre. Chypre qui d'ailleurs a la tête de l'Union européenne cette année. Mais ce qui est sûr, c'est que toute la marine est quasiment déployée. Faites un tour du côté de Toulon, vous verrez, on n'a plus grand chose au port et à Brest, c'est pas beaucoup mieux. Et combien de temps allons-nous pouvoir tenir dans la durée? Et cette notion de tenir, c'est la base dans la géopolitique, c'est la base en fait pour les nations, cette notion de démographie. Et ce que je vous propose, eh bien, avec MyHeritage, avec les 15 jours offerts juste en dessous, c'est de pouvoir savoir justement d'où vous venez. D'un point de vue démographique, c'est toujours intéressant parce qu'au combat, à la guerre, en géopolitique, c'est toujours les hommes et les femmes qui finissent par faire la différence. Je vous dis à très vite. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo et fly safe.